Perdu dans les solitudes immenses du Pacifique, l'îlot de Clipperton, un minuscule atoll d'un diamètre de 3 km, n'est qu'un insignifiant point sur la carte. Au niveau de la mer, seul un rocher volcanique permet de repérer cet anneau de corail à fleur d'eau. Entourée de forts brisants, l'île n'offre aucun abri aux navires de passage. Elle n'est pour eux qu'un piège. Sur cette côte déshéritée, la vie a néanmoins réussi à s'imposer. Des oiseaux innombrables viennent y faire leur vie. Des hordes de crabes qui sont devenus les résidents les plus tenaces. Dans cet univers désolé, le crabe est à la fois éboueur et roi. Il n'a qu'un mandat à remplir, survivre. Les hommes, eux, sont venus ici et sont repartis, laissant derrière eux quelques indices de leur tribulation. Quelques témoins, dit encore, pour évoquer un passé d'abandon, de terreur, de mort violente. Il nous a tellement frappés, tellement humiliés. Les luxueux hôtels mexicains de la côte Pacifique offrent aux riches et aux insatiables une langoureuse retraite. Entre les piscines, les cafés et les boutiques de Manzanillo, le touriste tente d'oublier les contraintes du monde moderne. 1000 kilomètres au sud-ouest, l'île de Clipperton est, elle aussi, en dehors du monde. Dessinée symboliquement comme un zéro, elle n'offre de luxe à personne. Tant par mer que par voie aérienne, Clipperton est d'un accès difficile. Pour assurer les communications de l'équipe scientifique multinationale du commandant Cousteau, une piste temporaire a été aménagée sur le platier de corail, domaine de ces imperturbables oiseaux que sont les fous. Merci. Son lagon ne communiquant pas avec la mer, l'île n'offre aucun mouillage sûr. Le navire de ravitaillement doit donc rester au large, tandis que 30 tonnes de matériel, ainsi que les hommes, sont transférés à terre par hélicoptère. Ce ne sont pas des pionniers. Ici, conquistadors, pirates et baleiniers yankees les ont précédés. Le mince anneau de l'atoll est jonché de débris laissés par des pêcheurs, des pilleurs de guano et par une mission militaire. On y trouve aussi les ruines d'un camp français abandonné. Française depuis le XVIIIe siècle, l'île fut longtemps revendiquée par le Mexique qui, en 1908, y établit une garnison commandée par le capitaine Arnaud, accompagné de sa jeune épouse. Moins de 6 ans plus tard, alors qu'éclatait la Grande Guerre et qu'une révolution ébranlait le Mexique, Arnaud refusa de se faire évacuer par un navire américain. Ici et là, un poisson trompette. Des groupes de murènes au caractère ombrageux. Chaque créature se tient sur ses gardes et dans une ambiance de sérénité apparente. Un banc de poissons-chèvres jaunes s'écarte machinalement sur le passage d'un petit requin. Dans ces eaux très peuplées, les grands prédateurs sont des membres à part entière de la communauté. Autour de nous, d'autres requins se profilent, difficiles à approcher.
quand ils arquent le dos dans un mouvement brusque, c'est pour prévenir les intrus de ne pas franchir les limites du territoire mouvant et tridimensionnel qu'ils s'adjugent en toute propriété. Maintenant, par centaines, les requins-marteaux défilent au-dessus de nous. Cette armada triomphale célèbre à mes yeux les 300 millions d'années de présence de l'espèce sur notre planète, l'une des plus durables expériences de la nature. S'ils sont attaqués par de plus gros qu'eux, des bancs de petits poissons s'élancent frénétiquement vers la surface où les guettent d'autres prédateurs. Les fous et autres oiseaux de mer fondent sur eux, n'hésitant pas à les pourchasser sous l'eau. À leur tour, les fous doivent éluder les attaques d'escadrilles de frégates qui tentent de leur dérober leur proie. Ceux d'entre eux qui parviennent à éviter les frégates sont aussitôt délestés de leur prise par leurs poussins affamés. Mais même le repas des petits n'échappe pas à la vigilance d'un autre témoin, le crabe terrestre rouge, créature omnivore, prête à rafler instantanément la moindre becquée perdue. Mais les crabes eux-mêmes ne réussissent pas toujours à évincer des rivaux déterminés à participer au festin. Mais la chaîne alimentaire, de la mer à l'air et de l'air à la terre, comporte un autre maillon. À Clipperton, les murènes, en quête de proie, patrouillent sur le rivage lui-même, n'hésitant pas à s'aventurer à terre pour s'emparer de leurs victimes. Le circuit est bouclé. La mer, qui a nourri les oiseaux, qui ont nourri les crabes, a finalement équilibré son budget en reprenant son dû. Ce crabe, sévèrement atteint lui aussi, recourt à une chirurgie expéditive de soldats en campagne. Il s'ampute lui-même de sa pince. Il est vrai qu'elle sera régénérée lors des mues suivantes. Esclave d'un appétit féroce, le crabe ignore la subtile distinction entre amis et ennemis. Tout lui est bon, mais tout omnivore qu'il soit, il respecte l'interdit usuel qui frappe les membres de sa propre espèce, ne jamais attaquer à mort un de ses semblables. Dans sa quête inlassable de nourriture, le crabe a presque dénudé l'île de toute végétation, à l'exception de quelques arbres solidement enracinés. Il engloutit tout ce que ses pattes sont en mesure d'arracher et de porter à sa bouche. Cuir, bois, tissu. De plus, dans ce sinistre champ de bataille pour la survie, il remplit l'indispensable fonction de fossoyeur. Nettoyés par les crabes, les ossements des oiseaux seront dissous, puis recyclés par le soleil et les intempéries. Dans cette économie austère, rien n'est perdu. À des profondeurs comprises entre 5 et 10 mètres, l'eau du lagon est envahie par une jungle inextricable composée de quelques algues et végétaux aquatiques. Fertilisés par les déjections des oiseaux, ou guano, les algues et le plancton y prolifèrent avec exubérance.
Mais en revanche, le lagon est presque totalement déserté par les poissons, bien que quelques-uns y soient parfois projetés à l'occasion d'une tempête en mer. Cette situation résulte d'un bouleversement radical qui a affecté la topographie de Clipperton à une époque peut-être récente. À l'origine, le lagon communiquait probablement avec la mer. Comme un faux plancher, elle flotte au-dessus du vrai fond du lagon, soulevée par les gaz produits par sa propre fermentation. Dans les ténèbres que nos lampes ne percent plus, nous sentons, plutôt que nous ne voyons, le nuage tourbillonnant. Ce n'est qu'avec nos palmes que nous heurtons ce qui est peut-être le fond. Je sais maintenant que ce n'est pas la chaleur qui nous brûle, mais bien l'hydrogène sulfureux, éminemment toxique, que dégagent les végétaux en voie de décomposition lorsque tout l'oxygène de l'eau a été épuisé. Nous nous sommes aventurés dans une zone de mort, une région où rien de ce qui vit ne saurait longtemps résister. Aveuglés et brûlés, la remontée nous paraît interminable. Malgré notre hâte d'échapper à cet enfer, nous devons respecter scrupuleusement les règles de la plongée et remonter par paliers à la vitesse prescrite. Main sur main, nous retraversons les couches successives qui nous séparent des eaux plus claires de la surface. Finalement, au-dessus de nous, une lueur filtre à travers l'ouverture de la plateforme. Elle est bien plus pour nous qu'une fenêtre sur le ciel. C'est le symbole de la délivrance. Dans ce théâtre cosmique de l'absurde, peut-être que c'est le crabe qui réussira à survivre et pas nous. Sur ce terrain expérimental, le crabe n'a eu d'autre choix que de prospérer ou de mourir. Il n'est embarrassé ni par la pensée, ni par la pitié, l'amour ou la haine. Il ne connaît ni mythe ni chanson et ne joue jamais à la poupée.